merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Les dossiers de l'élection présidentielle et de la loi électorale au menu de la 3e séance de dialogue à Enel Tiné. La prochaine rencontre a été fixée au 5 septembre prochain. Les contacts avec la Banque centrale ont limité l'impact négatif des sanctions US sur le Hezbollah. Déclaration du numéro 2 du parti, Naïm Kassem, à l'agence Reuters. En dépit des combats qui font rage à Alep, les Nations Unies se disent confiantes dans une reprise des pourparlers de paix en Syrie d'ici fin août. D'intenses négociations seraient en cours. La 21e session de dialogue national s'est terminée en début d'après-midi à Enel Tiné, à 14h30 précisément. Une 22e rencontre a été fixée au 5 septembre. Aujourd'hui, le chef du bloc du CPL, Michel Aoun, le leader du PSP, Walid Jumblat, et le chef des Maradas, Slimane Frangi, étaient absents. Les responsables présents ont quant à eux évoqué les dossiers de l'élection présidentielle et de la loi électorale. Je vous rappelle que la séance d'hier a abouti à une entente de principe autour de 2 points fondamentaux que sont la consécration de la constitution de Taïf, désormais considérée comme intouchable, et la primauté de l'élection d'un président de la République par rapport à tout autre acte constitutionnel, notamment les élections législatives. Les contacts menés avec le gouverneur de la Banque centrale et d'autres banques libanaises ont limité l'impact négatif des sanctions américaines contre le Hezbollah. C'est le numéro 2, Naïm Kassem, qui l'a confié hier dans une interview à l'agence de presse Reuters. L'émission de la circulaire de la BDL était équilibrée et logique, a poursuivi le responsable. Les forces du régime syrien, soutenues par des raids aériens russes, ont repris plusieurs positions aux abords de la ville d'Alep. Selon l'OSDH, les soldats du régime se sont emparés de 2 collines et de 2 villages au sud-ouest de la ville, la 2e du pays. La presse gouvernementale fait par ailleurs état de la reprise et du contrôle du quartier de Ramoussa, situé à la périphérie sud-ouest d'Alep. Une zone stratégique pour les insurgés qui permet d'ouvrir un axe de ravitaillement vers les quartiers est assiégés par le régime et les forces russes depuis la mi-juillet. Et les Nations Unies restent confiantes dans une reprise des pourparlers sur la paix en Syrie à la fin août. C'est ce qu'a déclaré l'envoyé spécial adjoint de l'ONU sur la Syrie, Ramzi Ezzeldin Ramzi. Selon lui, d'intenses négociations sont en cours. Il s'est exprimé à l'issue d'une réunion à Genève du groupe de travail sur l'aide humanitaire de l'agence à la Syrie. On passe à présent à cette révélation du Wall Street Journal. Selon le quotidien, l'administration américaine a versé une rançon de 400 millions de dollars en échange de la libération de 5 de ses ressortissants, dont le journaliste du Washington Post, Jason Rezaian, le 16 janvier. Les autorités, elles, démentent. Florence Tomaso et Kate Moody. Sa libération avait été perçue comme une percée diplomatique. Mais le journaliste Jason Rezaian est-il sorti d'une prison iranienne en échange d'une rançon? C'est ce que laisse entendre le Wall Street Journal. L'administration Obama aurait payé l'Iran pour obtenir en janvier dernier la libération de 5 prisonniers, un Américain et 4 Irano-Américains. Un rapport publié par le quotidien décrit la livraison de quelques 400 millions de dollars en espèces par avion cargo à Téhéran. La Maison-Blanche a reconnu le transfert de l'argent, mais a nié qu'il s'agissait d'une rançon. Nous n'avons pas payé et nous ne paierons pas de rançon pour obtenir la libération de citoyens américains. C'est un fait, c'est notre politique et c'est celle que nous avons constamment suivie. Le paiement est intervenu lorsque Washington et les 5 grandes puissances ont levé les sanctions internationales contre Téhéran en vertu de l'accord signé il y a 1 an sur le nucléaire iranien. Les autorités américaines affirment avoir aussi voulu régler financièrement un contentieux remontant à une période antérieure à la révolution islamique de 79, le remboursement d'un contrat d'armement jamais honoré, en liquide, vu que l'Iran est déconnecté du système bancaire mondial. Ces transferts ne pouvaient pas être faits via des virements électroniques ou par une méthode financière légale couramment utilisée pour transférer de grosses sommes d'argent. La divulgation de cet accord financier a relancé les critiques républicaines sur l'accord nucléaire iranien scellé le 14 juillet 2015. Cet argent n'aurait jamais dû aller à l'Iran. Il continuera de financer ces activités illégales et dangereuses. Donald Trump, candidat républicain à la présidentielle, a aussitôt réagi, qualifiant ce transfert d'argent de honte. On se retrouve après une courte pause, à tout de suite.
La nuit dernière, une attaque au couteau a tué une Américaine dans le centre de Londres. 6 personnes au moins ont également été blessées. L'agresseur, un Norvégien d'origine somalienne, a été neutralisé et arrêté dans les premières heures. La police n'excluait pas la piste d'un acte terroriste, mais l'homme est simplement désormais soupçonné de meurtre. La police dit n'avoir aucun indice d'une quelconque radicalisation suggérant une piste terroriste. Le commissaire de recherche de Scotland Yard a donné une conférence de presse tout à l'heure. Il a livré plus de détails sur le profil de l'assaillant. Notre investigation est en cours, mais tous les éléments nous mènent à croire que cet incident tragique est lié à l'instabilité psychique du suspect. Nous pensons que cette attaque est sporadique et que les victimes ont été sélectionnées au hasard. Nous souhaitons souligner le fait que nous n'avons trouvé aucune preuve de radicalisation qui suggérerait un lien avec un groupe terroriste. En Europe et dans la foulée du putsch manqué en Turquie, l'Autriche appelle l'Union européenne à cesser les pourparlers d'adhésion d'Ankara. Le chancelier autrichien Christian Kern estime en effet que les normes démocratiques turques sont, je cite, loin d'être suffisantes. Le responsable souhaite lancer le débat lors du Conseil européen prévu le 16 septembre. Il préconise de nouvelles solutions alternatives pour aider l'économie turque à se rapprocher des exigences européennes. Le comité international olympique a annoncé l'introduction de 5 nouveaux sports aux JO de Tokyo en 2020. Cette décision porte donc à 33 le nombre de disciplines au programme. Valérie Vivant et Alison Sergent nous en disent plus. Ollie, greens, varial, tout un vocabulaire que les spectateurs devront apprendre lors des Jeux olympiques de 2020. Le skateboard est l'un des 5 sports ajoutés aux Jeux de Tokyo, avec l'escalade, le surf, le baseball et sa version féminine, le softball, et enfin le karaté. Des disciplines ajoutées à la demande des organisateurs des JO de 2020. Nous espérons que cette décision stimulera la prochaine génération et qu'elle servira d'exemple pour les futurs Jeux olympiques. Le but de cette décision, attirer une audience plus large. Le baseball-softball, qui avait été supprimé après les JO de Pékin en 2008, est un sport très populaire au Japon, mais aussi sur le continent américain, en Corée du Sud et à Taïwan. Quant au karaté, sport traditionnel japonais, c'est une discipline pratiquée dans le monde entier, mais qui avait toujours été tenue à l'écart des Jeux olympiques. Avec l'escalade, le surf et le skateboard, les organisateurs espèrent également attirer un nouveau public. Comme tous ces sports, le skate est un sport passion et incroyablement tourné vers la jeunesse. Et le fait qu'il soit intégré au JO de Tokyo va nous permettre de nous engager directement auprès des jeunes. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité au sein de la discipline. Certains skateurs craignent que l'ajout au JO ne nuise à l'image de leur sport. Une pétition pour retirer le skateboard des Jeux a déjà atteint près de 7000 signatures. En visite au Soudan Sud, le chef de l'humanitaire de l'ONU a rencontré des déplacés. Dans la localité de Wau, plus de 20 000 personnes ont trouvé refuge à la suite d'affrontements récemment. Les détails avec Cécile Galuccio et Axel Simon. Dans ce camp de réfugiés au sud du pays, le responsable de l'humanitaire aux Nations Unies est au plus près des victimes. Ici, ce sont principalement des femmes et des enfants. De retour dans la capitale, devant des dizaines de journalistes, l'homme dresse un triste constat. Je fais part de mon état de choc et de détresse face aux rapports concernant les violations commises contre les civils pendant les combats ces derniers mois, y compris à Juba. Je condamne en particulier les actes de haine, de violence sexuelle à l'encontre des femmes et des filles, y compris par les membres des forces armées. C'est la reprise des combats en juillet dernier entre les forces du président Salva Kiir et celles du vice-président Riek Machar qui a aggravé la situation. Et une fois de plus, ce sont les civils qui en paient le prix fort. Maisons détruites, pillées et des milliers de déplacés. Rien qu'en juillet, 60 000 personnes ont franchi la frontière vers l'Ouganda. À cela s'ajoute la malnutrition et une épidémie de choléra. Que ce soit clair, les gens ne fuient pas simplement leur maison parce qu'ils ont faim, qu'ils cherchent un logement, des soins médicaux et une école pour leurs enfants. Ils fuient parce qu'ils ont peur pour leur vie. Et vous, comme moi, en feriez autant si nous subissions les mêmes menaces. Depuis l'éviction du pouvoir de Riek Machar en 2013 et l'intensification des combats, 900 000 personnes ont fui le Soudan du Sud pour les pays voisins. Un chiffre qui devrait encore augmenter.
L'accord de paix signé l'an dernier a été violé à plusieurs reprises. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les dossiers de l'élection présidentielle et de la loi électorale au menu de la 3e séance de dialogue à Eneltine. La prochaine séance a été fixée au 5 septembre prochain. Les contacts avec la Banque centrale ont limité l'impact négatif des sanctions US sur le Hezbollah. Déclaration du numéro 2 du parti, Naïm Kassem, à l'agence Reuters. En dépit des combats qui font rage à Alep, les Nations Unies se disent confiantes dans une reprise des pourparlers de paix en Syrie d'ici fin août. D'intenses négociations seraient en cours. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Très bonne soirée.